Conversation, la deuxième partie sur W First One TV. Professeur Ndioro Ndiaye, lorsque vous commenciez au ministère du Développement de la Famille pour réfléchir sur la question de l'enfance, l'idée était de mettre au cœur des politiques publiques les préoccupations des enfants. Plusieurs années plus tard, des plans d'action ont été adoptés, des projets, etc. Mais il se pose toujours la grande préoccupation qui concerne les enfants de la rue. Qu'est-ce que vous ressentez quand on parle de ce sujet-là? Mais beaucoup de sympathie pour les gouvernements qui se sont succédés et qui ont essayé de faire quelque chose. La question des enfants de la rue est une question consubstantielle à la vie sénégalaise. Parce qu'on a un modèle de vie, de culture et de culture religieuse qui est quand même particulière. Et les enfants de la rue, la question des enfants de la rue ne pourra trouver solution tant que les marabouts eux-mêmes, les familles religieuses elles-mêmes ne s'investiront pas à côté du gouvernement ou avec le gouvernement pour implémenter les solutions que le gouvernement propose. Le gouvernement seul ne peut pas régler. Mais le gouvernement peut proposer des solutions, mais il y a également certainement que ces solutions ne sont pas endogènes. Est-ce que ce gouvernement-là ne devrait pas, dès le début, associer, par exemple, les religieux qui tiennent énormément à leur dara? Il y a tout un tollé au sujet de la fermeture des daras, ouverture, etc. Pour qu'ensemble, religieux et État, ils puissent implémenter des projets structurants et qui vont vraiment durer et tout le monde y trouvera son compte. Absolument, c'est bien ce que je pense, mais seulement, il y a toujours un hic. Il y a toujours un hic. Regardez, relisez l'histoire. C'est une famille religieuse prééminente qui ne veut pas de ce que le gouvernement propose. C'est une autre famille qui est du côté du gouvernement, mais qui n'a pas les mêmes moyens, qui n'est pas aussi prééminent, qui n'est pas aussi forte que le gouvernement le voudrait pour qu'on l'accompagne. Eh bien, voilà des écueils qui sont des réalités que les membres du gouvernement ou des gouvernements successifs ont eu à affronter. Maintenant, moi je ne désespère pas. Je me dis qu'un jour ou l'autre, ce problème sera résolu parce que les jeunes vont vouloir le résoudre. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre ce qu'on est en train de vivre au Sénégal en laissant nos gosses comme des hordes dans la rue et en n'osant pas dire que ce n'est pas bon. Et confronté à tous les dangers, et les maladies, les violences. Et les violences, et les viols, et les trafics. Voilà, tout type d'abus. Non, mais je crois qu'il y a des choses à revoir. Le gouvernement a laissé faire, bien entendu. Du temps du président Diouf, on avait quand même un certain nombre de forces à dire ça, c'est du désordre. Ça, ce n'est pas normal. Ça, on ne le fait pas. On ne doit pas le faire. La loi ne vous y autorise pas. Mais depuis l'alternance, donc le président Wade... C'est des pressions de toutes sortes. Et puis les pressions... Il faut reculer l'État. Absolument. L'État s'est beaucoup affaibli. Et finalement, que ce soit d'ailleurs les gouvernants comme l'opposition, regardez tout simplement le cadre politique actuel ici, que ce soit les gouvernants comme l'opposition, ils n'auront de cesse que quand ils seront accroupis devant leur marabout, ils vont chercher allégeance auprès du marabout, ils vont chercher ordre même auprès du marabout. Je pense que c'est ce melting pot, cet amalgame entre l'État et le religieux, c'est ce qu'il faut arrêter, c'est ce qu'il faut cesser. Alors, Aminata, quand vous voyez la presse rendre compte de ces jeunes filles qui ont été violées à l'âge de 6 ans, 10 ans, 9 ans, et vous vous dites, j'aurais pu me retrouver dans leur cas, dans leur situation. Ou ma fille subir la même chose. Parce que ces enfants qui sont violés, parfois, la plupart du temps, c'est dans les maisons. C'est par des oncles, par des cousins. C'est par l'inceste la plupart du temps. Et comme au Sénégal, comme Madame le ministre le dit tout de suite, c'est le neupel. C'est un peu
les traditions, des choses comme ça, où les gens ont tendance à vouloir régler les choses à l'intérieur, voilà, dans des cas. Le sutura, le fameux voilà, sutura. le fameux sutura. Et on ne pense pas à l'avenir de l'enfant là. On ne pense pas de son état psychologique, de sa santé, de tout ce que ça peut engendrer. Ce qui fait que maintenant, vous voyez des enfants ou des jeunes filles se suicider et que les familles, à la limite, sont responsables. C'est pas un suicide, elles ont été assassinées à la limite. Mais c'est inadmissible. Il faut que les femmes puissent... Il faut que les filles aillent à l'école. Il faut que les femmes puissent continuer à acquérir le savoir et à se libérer de certains jougs traditionnels et tout. Parce qu'il y a des choses... La question de l'excision, les mariages précoces. Par exemple, moi, à chaque fois que je parle de l'excision à Kolda, certains écoutent, disent mais c'est pas possible, cette fille, comment elle peut en parler comme ça? Mais je suis à l'aise, Lika, je suis à l'aise. Moi, je l'ai subi à l'âge de 5 ans. Et c'est très sérieux ce qu'elle est en train de dire là, sur le cas de Kolda, parce que moi-même, j'ai été à Kounkané pour faire une formation pour les radios communautaires. Je parlais avec les dames qui étaient proposées à l'animation, etc. Et je leur disais qu'il y a des sujets qui interpellent toute la communauté et vous devriez poser les débats pour en parler au sein de la communauté et trouver des réponses venant de la communauté. Par exemple, les questions de l'excision. Mais toute la salle a pris ses clics et claques pour sortir. Ils me disent, on n'ose pas. Ils me disent, ils m'ont dit qu'elles font une émission sur l'excision. Elles reçoivent des menaces de mort. Il y a même des gens qui les attendent aux portes de la radio pour leur faire la fête, etc. Parce qu'ils ont parlé de cette question-là. Oui, parce qu'on vous traite de personnes qui ont de la grande gueule. Moi, je préfère avoir la grande gueule et d'avoir la santé et de me dire que j'ai pu sauver des filles. Parce que moi, je suis un exemple. J'ai été excisée à l'âge de 5 ans. Et aujourd'hui, j'ai 3 filles, toutes nées par césarienne. Avant, je n'osais même pas en parler avec maman. Mais aujourd'hui, moi, je me rappelle ce qu'on m'avait fait en 1985. Vous vous rendez compte, moi, je vais avoir 42 ans. Donc, psychologiquement, c'est toujours là dans ma tête. Donc, imaginez toutes ces femmes qui sont excisées, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ou qui vivent avec des maris qu'elles n'aiment pas, ou qui ont la fistule, et qui vivent comme ça, qui sont mises à l'écart. Vous vous rendez compte de ce qu'elles vivent, de tous ces enfants-là. Moi, ça, je ne le ferai pas vivre ni à ma voisine, ni aux autres. C'est pourquoi j'en ai fait mon bâton de pèlerin pour dire, moi, je l'ai subi. Je sais ce que j'ai vécu et je veux qu'on en parle. On trouvera un autre cadre pour parler de ce problème de l'excision. Vous en parlez avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de passion pour avoir été victime, etc. Professeur Ndioro Ndiaye, une question d'actualité. Elle porte sur le code de la famille au Sénégal. La presse nationale en a parlé cette semaine et nous apprend que des activistes, des universitaires s'engagent pour une révision du Code de la famille qui date quand même de 1972 et qui comporterait des dispositions discriminatoires vis-à-vis des femmes notamment, mais aussi des enfants. C'est sûr que la pertinence va de soi car le contexte est largement dépassé et les femmes ont acquis d'autres droits. La question qui se pose est plutôt celle-ci. Quelle appréciation faites-vous de la loi portant Code de la famille par rapport au contexte actuel ? Voilà, c'est très très important comme question. Je crois que la réflexion normale veut que nous remettions en question un certain nombre d'acquis que nous avons eus depuis les indépendances, depuis les années 1975, donc la première conférence des femmes internationales des femmes, après la conférence de Pékin, après celle de Nairobi. On a eu donc Copenhague, Nairobi et Pékin. On a eu des avancées, certes, dans le domaine de la gestion de la famille, des droits de la famille, des droits des femmes à l'intérieur de la famille. Et vous avez évoqué le code de la famille du Sénégal de 1972 qui a été révisé plusieurs fois parce que sous mon magistère, il a été révisé déjà. C'était M. Jacques Baudin qui était ministre de la Justice à l'époque et nos deux départements avaient fait une évaluation
modification du Code de la famille de 1972. Et c'est là où on a touché à la question de l'autorité parentale au lieu de l'autorité paternelle. C'est là où l'on a touché au délai de viduité pour les femmes. Donc, la perception du salaire pendant le délai de viduité, parce que le salaire en entier et non pas la moitié d'un salaire. C'est là où l'on a touché à la question du logement de la femme, même si la femme travaille dans une autre ville que là où est le domicile conjugal, que la femme avait le droit d'aller travailler ailleurs que là où se trouve le domicile conjugal. Et c'est des avancées comme cela que nous avions pu rogner. Mais toujours est-il que autre temps, autre mœurs. Tout à fait. Même cela, c'est dépassé. Et je suis d'avis qu'il faut remettre les choses à plat et voir comment on peut harmoniser les législations internationales par rapport à notre législation nationale et comment nous pouvons aussi, en fonction de ce que nous vivons, de ce que nos filles vivent dans leur ménage, dans leur famille, dans la société, celles qui sont à l'école, etc., dans la communauté, quels sont les types de droits auxquels elles pourraient aspirer et qui vont au-delà des droits qu'elles ont déjà acquis. Tout à fait. N'est-ce pas? Alors, ça, j'ai vu comme vous dans les journaux qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui s'interrogent là-dessus. Et ils ont raison. Moi, je les approuve. Seulement, il faut qu'on mette carte sur table et qu'on sache quels sont les types d'avantages auxquels ils veulent faire accéder les femmes. Et ensuite, par exemple, ils ont parlé du cas des articles qu'ils ont jugés discriminatoires vis-à-vis de la femme, de l'enfant. Le fait que l'homme seul est chef de famille. Par rapport à l'établissement des documents administratifs pour les enfants, il n'y a que l'homme qui doit le faire. L'homme qui a également le choix de ne pas reconnaître ses enfants, de ne pas les déclarer. La recherche de la paternité qui est interdite, de véritables drames. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas des drames seulement de la femme, c'est les drames de la famille, parce que ça touche aussi l'enfant, n'est-ce pas? Donc, ce sont des problèmes à poser. Mais là, qu'est-ce qui peut être, qu'est-ce qui est difficile dans cela? Qu'est-ce qui est répréhensible dans cela? Je ne vois que du progrès. Il faut poser le problème pour ces acquis-là et il faut légiférer en conséquence. Et puis on assiste de plus en plus en ville comme dans les zones rurales des femmes qui s'investissent corps et âme, elles sont entrepreneurs, et qui gèrent leur famille, qui gèrent la dépense quotidienne, etc. C'est toujours une hérésie, Aminata, de dire à cette femme-là qu'elle ne peut pas être chef de famille, par exemple. Ce que nous vivons dans nos familles en ce moment, les femmes sont de plus en plus des chefs de famille. Pour nous toutes. De fait. De fait. Parce que pour nous toutes, nous avons été mariés, nous avons connu tout ça. La plupart du temps, les femmes dépassent les hommes, que ce soit pour le salaire et tout. Donc la femme elle fait plus que l'homme. Même la femme qui n'est pas nos mamans, qui ne sont pas instruites, je vous assure, la petite table qu'elle met devant la porte pour vendre des cacahuètes, mais bien sûr, tout ce qu'elle gagne, elle met ça dans la dépense ou pour les enfants. Moi, je me rappelle, c'est pas pas mon père qui m'a amené à l'école. C'est ma mère qui m'achetait les cahiers. C'est ma mère qui m'achetait des habits, parce que mon père, il pense qu'il devait peut-être assurer la dépense, et puis voilà, c'est tout, le reste c'était aux femmes. Donc les femmes sénégalaises sont des chefs de famille de fait. Maintenant, il faut mettre ça dans le code de la famille, c'est inadmissible. Et puis aujourd'hui, avec le problème des extraits de naissance, mais on se rend compte que beaucoup de femmes qui accouchent, quand le mari n'est pas là, ou vous ne connaissez pas, ou il faut que l'homme vienne pour que votre enfant puisse avoir un extrait de naissance. Peut-être que c'est pour régler ce problème-là, parce qu'il y a énormément d'enfants dans ce pays qui n'ont pas d'extrait de naissance. C'est ça. Et pourtant, il y a beaucoup de campagnes pour l'enregistrement des enfants à la naissance. Ils ne s'occupent pas de ça. Ce sont les femmes qui s'en occupent et qui courent derrière une photocopie de carte d'identité pour qu'on puisse inscrire l'enfant. Et voilà, c'est parti, l'enfant entre à l'école. Et c'est tellement grave, on s'en rend compte au moment où les enfants arrivent
au CEPE, par exemple, pour faire leur examen. Ouais, le CM2. L'entrée en 6e. Je pense que jusqu'au brevet ou au bac, c'est exceptionnel. Mais déjà, à ce niveau-là, hein, les femmes se battent. Et maintenant, il y a tout un programme de sensibilisation et d'information adressé à ces femmes qui sont chefs de famille de fait et qui ont eu des enfants dont le père a disparu, tout simplement. Et le père n'a même pas la conscience d'aller annoncer et de dire que j'ai un enfant et de le déclarer à l'état civil. Donc cette question d'enfants fantômes, des enfants fantômes, qu'il faut absolument que nous prenions en compte dans nos économies. D'abord dans le cycle de l'éducation. Pour nos statistiques. Quels sont ces enfants qui sont quand même à l'école, dans lesquels on investit de la connaissance, mais qui, en fin de compte, ne sont comptabilisés nulle part? Tout à fait. Il y a des enfants qui, arrivés en classe de CM2, qui doivent passer l'examen, etc. On les recale parce que tout simplement, on se rend compte qu'ils n'y ont pas d'extrait de naissance, etc. Peut-être que ce qui est en train de promouvoir l'agence qui s'occupe des bourses de sécurité familiale pourrait régler ce problème-là, parce qu'on n'en parle pas souvent quand on parle des BSF, des bourses de sécurité familiale. On ne voit que l'aspect financier, mais il y a une disposition qui dit que, par exemple, pour prétendre à cela, il faut inscrire son enfant. Absolument. Tout à fait, à l'école. Mais là, dans les évaluations, ça aussi, c'est un problème d'évaluation. Un problème de suivi, évaluation. Est-ce qu'il y a effectivement impact? Absolument. Ça, on devrait pouvoir mesurer l'impact des mesures aussi importantes et qui sont louables dans la vie des populations. Qu'est-ce que ça a changé chez la femme? Qu'est-ce que ça a changé chez l'enfant? Ça fait quand même un bout de temps maintenant que les bourses de sécurité familiale ont été mises en œuvre. Mais c'est ça aussi le drame de nos différents pays. Tout à fait. On fait beaucoup d'initiatives, on prend beaucoup d'initiatives. Mais on n'évalue pas. On n'évalue pas. On en parlera d'ailleurs dans certains domaines. Tout à fait. Mais professeur Ndioro Ndiaye, toujours par rapport à cette réforme voulue du Code de la famille, on semble quand même l'occulter. Mais la situation que le Mali voisin est en train de vivre, parmi les causes, il y a cette révision du Code de la famille. Quand en 1992, le président Amadou Toumani Touré voulait faire passer à l'Assemblée nationale un projet de loi instituant entre autres la parité, ou en tout cas donner beaucoup plus de pouvoir à la femme, les religieux, le même imam Diko en tête, s'était dressé contre ce projet, organisé régulièrement des manifestations qui ont fini par fragiliser le pouvoir d'Amadou Toumani Touré. Et on connaît la suite. On connaît la suite. Le Sahel, le Mali, n'a jamais connu de stabilité depuis lors. Donc, le Code de la famille réformé, oui, mais c'est quand même sensible. Comment amorcer ce problème-là ici au Sénégal pour qu'il n'y ait pas de problème? On a tous les risques sont là. On a exactement les mêmes risques au Mali qu'ici. Il ne faut pas se voiler la face. Le Mali, le religieux a pris le dessus parce que du fait de la faiblesse de l'État, tout le monde le sait, la démission carrément du gouvernement. Et c'est la rue en particulier, le religieux qui a pu être le leader de ce grand mouvement qui a amené les militaires au pouvoir. Eh bien, on peut apprendre. Il faut prendre leçon de ce qu'on a vu au Mali. Effectivement, le Code de la famille avait été très vite enterré, vu les réactions de la population organisées par l'imam Diko. Et l'actuel gouvernement qui vient de sortir, celui qu'on vient de... Le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta a essayé également. Ils ont essayé, mais ils ont vite rebroussé chemin parce que c'était extrêmement difficile d'argumenter dans un contexte aussi chaud que le Mali. Maintenant, comment le Sénégal peut prendre stock de cela, prendre leçon de cela, c'est de discuter encore une fois avec toutes les parties prenantes. Tout à fait. Et qu'il est hors de question au Sénégal qu'on mette en avant le religieux
avant l'État. Le Sénégal est une république. Il faut respecter les lois de la République. Et je ne mésestime aucune religion, qu'elle soit musulmane ou chrétienne, ou d'autres types de religions. Mais je pense qu'il est bon que chacun garde ses responsabilités et veille sur elles. L'État a le devoir de protéger ces populations, de quelque religion qu'elles soient. Un État doit être fort. Un État aussi doit être fort. Un État doit gouverner. Un État doit gouverner. Mais si l'État laisse tout entre les mains des religieux, eh bien, c'est des dérives. Et des anarchies un peu partout. Ah, mais bien sûr. Oui. Code de la famille, il y a eu des amendements avec professeur Ndioro Ndiaye, alors ministre. Il y a eu le dernier amendement en 2016, notamment la possibilité qu'avait la femme sénégalaise de transmettre sa nationalité à son mari, à ses enfants. Aminata Diallo, vous étiez à l'époque députée à l'Assemblée nationale. Est-ce que cela a été facile? Comment vous avez fait pour convaincre la majorité de voter cette loi? C'est pas très difficile en 2016 quand cette loi est arrivée parce qu'il y a eu des préalables. Il y a eu beaucoup de formations avec l'association des juristes, ONU Femmes et tout. Tout le monde était déjà suffisamment sensibilisé. Et puis les hommes qui sont à l'Assemblée, il y a des hommes qui ont voyagé, d'autres, ils savent leurs fils peuvent avoir les mêmes problèmes ou parce que nos jeunes, ils partent. Et ils peuvent être confrontés, d'autres viennent, ils peuvent être confrontés à la même chose. Donc, ça a été voté, c'est la même chose, le débat sur l'adoption aussi, ça a été voté unanimement, à l'unanimité à l'Assemblée nationale en 2016. Et puis, il y a la loi votée également, la loi sur la parité votée en 2010, qui consacre une participation égale des femmes et des hommes aux instances électives et semi-électives. Le Sénégal est cité en exemple un peu partout dans la région, même si dans la mise en œuvre de cette loi paritaire, des limites ont été soulevées. Beaucoup d'observateurs estiment que cette loi sur la parité est imparfaite. Est-ce votre avis, professeur Ndioro Ndiaye? C'est mon avis, c'est tout à fait mon avis. Moi je me réfère aux avis des femmes juristes, et en particulier de Mme Dior Falsao, avec qui nous travaillons beaucoup. Et effectivement, elle a toujours dit que cette loi, elle est parcellaire. C'est son terme. Elle est parcellaire parce qu'elle ne pose pas le problème globalement et entièrement. Créer des structures paritaires dans les instances électives ou semi-électives, mais alors, elle, dans l'administration et dans le système qui fait le développement, qu'est-ce qu'on en fait? Mais dans l'administration, il faut tout simplement voir les nominations en Conseil des ministres. Voilà, il n'y a que des hommes. Mais je viens de voir. Et pourtant, je vais parler d'une structure que je respecte beaucoup parce que la personne qui est à la tête de cette structure, je l'aime beaucoup et je trouve qu'elle est très, très pertinente. C'est Aminata Touré. Mais elle a renouvelé son bureau du Conseil économique, social et environnemental. Mais allez voir les femmes qui C'est vrai. Moi, j'ai été choquée, c'est hier que je l'ai vu. Et en plus, est-ce que vous connaissiez l'existence de l'Office national sur la parité? Vous avez connu son existence? Oui, on l'a vu. Avec Fat Camara, Fat Kiné Camara, je crois. Tout à fait. Vous non, avez pas Fat l'impression... Kiné Camara, c'est Fatou Kiné Diop. Oui, Fatou Kiné Diop. Est-ce que vous la sentez vraiment? Non, on ne la voit pas. Hein. On ne la voit pas. Mais peut-être peut-être qu'on ne comprend pas non plus son rôle. Je ne sais pas. Non. Ou peut-être qu'elle n'a pas les moyens, on lui a donné juste un office sans rien du tout, sans aucun contenu. Parfois c'est comme ça. Sans contenu ni budget, vous êtes obligé d'aller vers les bailleurs, de courir. Oui, tout à fait. C'est pas facile parce avec que les c'est pas politiques. normal, c'est une femme qui est intelligente qui est à la tête. Normalement, c'est vrai. Mais je ne sais pas. On n'entend pas. Mais est-ce que vous ne croyez pas que parfois également le fond du problème, c'est que quand on parle des questions qui préoccupent les femmes, on a tous tendance à croire que c'est des femmes qui doivent diriger ces organisations, etc. Est-ce que vous ne croyez pas parfois que les hommes même peuvent être plus sensibles sur des questions qui interpellent les femmes que des fois parfois? Absolument. Il faut peut-être changer de paradigme. Oui, il faut le changer. J'ai été agréablement surprise de découvrir sur une télévision de la place un homme qui gère une association dans la banlieue et qui s'intéresse
aux violences faites aux femmes. Aux femmes. Par exemple, qui vient parler au nom des femmes. Tout à fait. Ça devrait exister. Ça devrait exister. J'allais dire gna-gna, alors regardant. Ça devrait exister. Mais je vous assure que c'est exceptionnel. Et ces personnes-là ne s'expriment pas non plus tout le temps. C'est ça. Cette loi sur la parité, elle est pas parfaite du tout. Et je me demande quand est-ce qu'on va faire le pas. Quand est-ce qu'on va faire le pas? Il faut aller au-delà de cela. C'était une bonne chose. On avait applaudi. Tout à fait. Moi, vraiment, je ne me fais pas de soucis quant à l'engouement qu'une idée aussi exceptionnelle pouvait germer dans l'esprit de quelqu'un. Mais il faut aller au-delà. Oui. Aller au-delà, c'est être paritaire, effectivement. Que dans les nominations, justement, du Conseil des ministres, quand le président reçoit des propositions de nomination et qu'il pose la question à ses ministres, mais où sont les femmes dans le lot que vous me proposez? Même s'il y a un peu plus d'hommes que de femmes, mais qu'il y ait des femmes quand même. Mais vous avez vu, par exemple, lors de la dernière élection présidentielle, il n'y avait pas de candidates femmes. Il y avait qui avaient présenté leur candidature, mais elles ont toutes été recalées par le parrainage. Mais nous avons fait un atelier avec eux, un séminaire avec elles, ces femmes-là, qui allaient compétir aux élections présidentielles. Et elles étaient convaincues qu'elles allaient être éliminées avant la fin du processus. Avant Tout de à commencer. fait. Ah oui. Et quelqu'un comme Kifal, Yacine l'avait dit dans son introduction. Aïda Mbodj n'était pas du tout inconsciente qu'il allait y avoir des difficultés, n'est-ce pas? Qui encore? On a eu Aïssata Tall également, qui est venue s'exprimer. On a fait donc un dialogue, c'était même intergénérationnel, avec ces femmes qui voulaient briguer la magistrature suprême. Et l'une de nos grandes conclusions aussi était, avant la prochaine présidentielle, qu'il fallait qu'elles se préparent davantage, qu'elles soient davantage solidaires entre elles, que s'il y a sélection, que cette présélection, qu'elle se fasse d'abord à leur niveau. Hein? Et je dois dire que l'attitude de Nafissatou Wade était une attitude que nous avions beaucoup applaudi à l'époque. Et c'était quoi cette attitude? Elle était très en phase avec les autres. Elle allait vers les autres en leur disant choisissons la meilleure parmi nous, celle qui a le plus de chances d'aller jusqu'au bout, ou en tout cas d'aller le plus loin possible dans le processus, et on s'agglutine autour de cette candidature-là. C'est ce qu'elle avait proposé. Vous n'aviez pas pensé déposer une candidature, professeur Ndioro Ndiaye, avec tout votre background? Pour moi, oui. Parce que je ne suis pas intéressée. Ah, d'accord. Je ne suis absolument pas intéressée à gérer un pays, d'une part. Je trouve que pour gérer un pays, il faut se lever de bonne heure. Et je ne suis pas prête du tout à le faire. Par contre, je peux accompagner ceux qui gèrent un pays. Oui. Merci beaucoup, professeur Ndioro Ndiaye. Madame Aminata Diallo, on va continuer cette émission dans un instant.